Voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Le phénomène humain dans sa totalité, tous les hommes, là nous sommes 7 milliards et quelques 8 milliards, nous travaillons tous sans le savoir à conduire l'humanité vers son ultime perfection. Ça a été le cas de tous ceux qui nous ont précédés depuis qu'on s'est séparés des autres primates, des primates naturels pour devenir des primates culturels, et ça sera le cas jusqu'à ce qu'on atteigne cette ultime perfection. Chaque être humain qui est arrivé qui appartient à l'humanité a travaille, donne sa vie tout entière à une seule œuvre fondamentale qui est l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Après, on a le sentiment de travailler pour nous-mêmes, en tant qu'égoïstes, pour notre petite famille, notre clan, notre village, notre patrie, notre nation, notre communauté religieuse, etc., etc. Mais en fait, tout ça, c'est des appartenances secondaires. La seule grande appartenance de l'être humain, pour moi, c'est l'humanité. On travaille tous à l'évolution de l'humanité. C'est ce qui reste à la fin. Et c'est ce qui était avant, et c'est ce qui reste à la fin. Avant que les religions se forment, on appartenait à l'humanité, à d'autres formes de groupes, etc. Avant que les nations se forment, on appartenait à d'autres identités. Avant que, etc., etc. Donc, c'est l'humanité qui donne du sens à notre présence au monde. Voilà, alors je suis en train de travailler sur Hegel, sur un épisode de France Culture avec philosophie, le présent toujours perdu, épisode 2 sur 4, Hegel, seul le présent est frais, tout le reste est terne. Je relance la vidéo, alors l'audio je veux dire, et les intervenants c'est Jean-François Kervégan, professeur de philosophie à l'université Paris 1, et Emmanuel Renaud, professeur de philosophie à Nanterre. Voilà. Alors, on y va, on lance. Côté le fugitif, disiez-vous, mais Hegel fait partie de ces penseurs qui croient qu'il y a une direction. On peut ne pas le croire, hein, mais lui, il le croit. Vous seriez d'accord de dire les choses ainsi, Jean-François Kervégan? Il y a une direction dans l'évolution de l'humanité. Et je dirais même, enfin, dire qu'il y a une direction dans le présent, cela implique deux choses. Premièrement, que le regard qu'on jette sur le présent et la description qu'on en donne a un caractère normatif. C'est ce qui permet à Hegel, par exemple, de dire, alors je reprends l'exemple fondamental hein, qu'a évoqué Emmanuel Renaud, depuis la Révolution française, le monde a changé de face, c'est ce que dit notamment la préface de la phénoménologie de l'esprit, et on ne peut rien là contre. Ceux qui, par exemple, voudraient, et dans toute son œuvre, il n'a cessé de polémiquer avec eux, s'imaginent qu'on pourrait restaurer un état du monde antérieur à ce que cette révolution, avec toutes ces difficultés, ces drames, ces échecs... Revenir avant la Révolution française, restaurer la royauté. Bien ceux-là sont condamnés à l'échec. Alors non seulement ils sont condamnés à l'échec, on ne peut pas revenir en arrière, mais quand il y a eu des tentatives de revenir en arrière, c'est un crime. On en revit exactement les souffrances. Donc, revenir à un monde pré-révolutionnaire, par exemple, hein, eh ben ça voudrait dire faire revivre à l'humanité les mêmes, à la France, par exemple, les mêmes souffrances que vivaient les êtres humains avant la Révolution française, les mêmes injustices, les mêmes, voilà. Donc c'est pas possible. Et ceux qui l'ont tenté, par exemple, il y a eu des gens qui l'ont tenté. Il y a eu les nazis et il y a eu les fascistes en Italie. L'Italie voulait revenir à l'époque des Romains et en fait ils ont fait souffrir. Ils ont conduit les Italiens, et puis pas que les Italiens d'ailleurs, mais ils ont conduit les Italiens à revivre ce que les Romains vivaient, c'est-à-dire le chaos permanent, la guerre, le qui-vive,
le fait d'être des fétus de paille devant les militaires, voilà, exactement ça. Et de l'autre côté, Hitler, il a fait la même chose. Il voulait revenir à l'époque des Vikings, ou je sais pas à quelle référence il faisait référence, les Aryens, bon bref. Eh ben, il a fait revivre à son peuple exactement la même chose, avec la destruction le ravage de son groupe humain, quoi, de sa nation. Voilà. Donc, c'est impossible et c'est pas souhaitable. On ne peut pas revenir en arrière. On est dans un processus d'évolution qui nous conduit à notre perfection. Et c'est la seule chose. Et ce qui est important, c'est de bien penser aussi que c'est le groupe humain dans son ensemble, pour éviter de sombrer dans le racisme et dans la dégradation d'autrui. Parce que ça, on va être obligé de dépasser les antagonismes intercommunautaires, interethniques, interreligieux, nationaux, etc., etc. Tout ça, on le dépassera parce que c'est une plaie dans l'humanité. Le nationalisme, c'est une plaie, mais il faut la vivre. Bien sûr, ça a du sens. Même le retour au nationalisme, il a du sens actuellement. Il correspond à la peur de l'évolution, etc., etc., de cette accélération de l'évolution. Donc, c'est une sorte de frein de l'humanité qui fait que les gens vont se réfugier dans le nationalisme parce que devant eux, ils ont cette universalité qui est là et qui les fait peur, qui leur fait peur. Ils retrouvent plus leur repère là-dedans. Il faudra du temps pour que les générations trouvent leur repère et que le fait d'être universel, ça soit le repère le plus confortable. Et les enfants aujourd'hui ont déjà un pied dans l'universel et même la moitié du cerveau là-dedans. Et ceux qui viendront après, ils auront le cerveau tout entier là-dedans. Voilà. Et donc, ça sera facile. C'est comme ça que l'évolution de l'humanité se fait. Donc là, pour Hegel, il y a du sens à l'évolution. Il y a une tendance normative qu'il revient aux philosophes d'analyser. C'est pourquoi son regard sur le présent n'est pas purement descriptif. Dire voilà, il se passe ça, mais... Et qu'un philosophe ne se pose pas ce type de questions, qui balaye le truc comme c'est actuellement le cas, et c'est ce que j'ai vu quand j'allais à la fac à Nice, c'est-à-dire le principe de l'histoire selon Hegel, non, ça marche pas, c'est pas bon, c'est une impasse, et voilà. Mais il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de réflexion réelle sur ça. Si on rentre vraiment, et un philosophe doit se confronter à cette idée de y a-t-il une évolution dans l'histoire, mais pas de façon juste en disant, comme on dit, comme un athée va dire non, Dieu n'existe pas et il passe à autre chose, sans se poser de questions, sans réfléchir. Il est beaucoup plus primaire, en fait, beaucoup plus simpliste de dire Dieu n'existe pas que le théologien qui va réfléchir là-dedans et qui va y consacrer une partie de sa vie pour comprendre réellement si Dieu existe et qu'est-ce que... voilà, c'est vraiment... de comprendre la rationalité du présent, c'est-à-dire aussi ce qui en lui dessine, non pas de manière déterministe, mais de manière directionnelle, oui. Ce que pourra mais être déterministe aussi. On touche là aussi au point... Déterministe aussi. Hein. On a du mal à comprendre chez Hegel. Si on n'aime pas la philosophie de l'histoire, si on n'y croit pas, plus exactement, si on pense que c'est le bruit et la fureur, l'histoire seulement. Voilà, si on pense que c'est le bruit. Mais si on n'y croit pas, apparemment peut-être qu'elle n'y croit pas, Géraldine Mühlmann, qu'elle pense que c'est le bruit et la fureur, mais c'est, à mon sens, juste un défaut de réflexion sur l'évolution. Et un défaut d'hypermétropie, c'est-à-dire que si on regarde l'histoire d'une façon myope sur notre petite existence, et ça c'est lié, à mon sens, malheureusement, je pense comme ça, peut-être j'ai tort,
au narcissisme. C'est-à-dire que notre narcissisme nous empêche d'avoir une vision hypermétrope parce que on ne peut voir le monde qu'à travers notre existence. On n'arrive pas à étendre le temps sur toute la durée de l'humanité. Et ça, c'est parce que on centralise tout à notre individualité. La vie, c'est dans cette période. Alors, bien sûr que dans notre période, dans la période d'existence petite qui nous concerne, 50 ans, 60 ans, qu'on a vécu, par exemple, bon, pour parler de ses profs, etc. Ben ouais, c'est le chaos, c'est le bruit et la fureur. On a vu, et à chaque période, c'est comme ça. Ceux qui étaient avant, les 50 ans précédentes, ben ils sortaient de la guerre, ils avaient vécu la guerre, donc ils avaient vécu le bruit et la fureur et la reconstruction. Et avant, c'était 14-18, c'était les bruits et la fureur. Donc, on peut pas le voir si on reste sur sa petite personne. On ne peut qu'être humble et étendre le temps sur toute cette partie et englober toute l'humanité pour comprendre qu'il y a du sens à l'évolution. On a du mal à comprendre que pour Hegel, il y ait de la rationalité dans le passé, que le philosophe peut saisir, peut comprendre, et à partir de ce magnifique butin, si j'ose dire, il peut comprendre qu'il y a aussi une direction rationnelle du présent. Emmanuel Renaud, je crois que vous êtes d'accord que c'est ainsi que Hegel pense les choses. Êtes-vous aussi d'accord pour dire que c'est le point que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre chez Hegel? On n'est pas obligé de penser de cette façon. Oui, tout à fait. Et là, je crois qu'il est utile de chercher à de nouveau réinscrire Hegel dans son temps. Donc, c'est une de ses grandes thèses d'ailleurs, que nul ne peut sauter au-dessus de son temps, que nous sommes tous fils de notre temps. Bon, enfants de notre temps, ça aurait été préférable, mais voilà. Mais oui, bien sûr, pour dire fils plutôt dire enfant plutôt que fils, mais c'était cette époque. Mais on ne peut pas sauter par-dessus son temps. Ben oui, maintenant on va pouvoir le faire. Parce que la mécanique universelle, c'est ça. Elle saute par-dessus son temps. Elle saute par-dessus mon existence. Donc ma petite période d'existence, et pour aller dans 2, 3, 4, 5, 6 siècles après. Donc c'est possible. Mais c'est peut-être possible maintenant. Parce qu'on a accumulé des connaissances qui nous permettent de voir la globalité, la totalité. On a écarté le niveau de conscience. On connaît l'ensemble de l'humanité. On connaît à peu près la logique de l'univers. On connaît, etc., etc. La logique du vivant. Tout ça fait que on a étendu notre conscience. C'est un fils de son temps aussi, un enfant de son temps, il pense au masculin. Bon, mais et cette époque qui est la sienne, c'est l'époque de l'émergence des philosophies de l'histoire, qui est aussi l'émergence de ce que Kozlek appelle l'expérience de l'histoire. L'idée qu'en fait on vit dans un monde qui est un monde pris dans une dynamique historique. Et là, ce qui est important aussi, c'est cette idée que l'histoire peut se dire au singulier et au sens d'un processus global. Et d'après Kozlek, cet historien des idées tout à fait fondamental, me semble-t-il, pour comprendre ce que ça veut dire qu'histoire et philosophie de l'histoire à l'époque, l'expérience de l'histoire, c'est l'expérience du progrès. Ça, il y croit. C'est un penseur du progrès. Il n'a pas de doute majeur. Après, on va chercher à penser le progrès de différentes manières, s'opposer quant à savoir si les progrès sont univoques ou toujours accompagnés de régression. Bon, il y a tout un espace de discussion qui se construit. Exactement, mais bien sûr, il y a les progrès il y a un progrès général qui va vers la perfection, et puis à l'intérieur de ces progrès, il y a des régressions, il y a des parties qui régressent, etc. Là, on est dans une évolution, mais on voit bien le fait d'être parti en guerre en Ukraine et ailleurs,
on voit bien que c'est un moment de régression, mais ça concerne l'Occident, ça concerne les quelques agités du bocal des faucons occidentaux qui veulent à tout prix continuer à dominer l'humanité, alors qu'il faut qu'on est arrivé au temps du partage du leadership, de faire passer l'ONU par-dessus l'Occident. L'Occident, c'est fini en tant que gendarme du monde, c'est terminé. Et mais bon, voilà. Donc c'est un moment de régression. Mais cette régression, elle n'est pas générale. En Afrique, il y a une progression inouïe de la mentalité, de la conscience de la fin justement de la France-Afrique et du colonialisme, de demander des comptes à l'Occident, de se libérer, de pouvoir choisir qui ils veulent autour d'eux-mêmes, etc. Donc l'Afrique est en progrès inouï, l'Asie est en progrès inouï sur d'autres plans, etc., etc. L'Amérique latine est en train de se séparer doucement de l'oppression américaine. Donc il y a plein d'endroits où ça progresse et il y a plein d'endroits où ça régresse. Il n'y a pas de... mais la globalité générale, c'est la progression. Et dans cette progression vers la perfection, il y a des régressions ponctuelles, uniquement ponctuelles. Et c'est comme l'être humain. On est dans des moments de régression, des moments de progression, mais globalement, on va tous vers la sagesse. Parce que c'est mieux que de dire on va vers la mort. Bien sûr qu'on va vers la mort, mais on va tous vers la sagesse, normalement. Voilà, on va tous vers un moment de paix, de sérénité, de trucs. Alors après, derrière, il y a la mort, c'est vrai. Et peut-être que c'est le processus logique de l'évolution vers cette chose-là. Mais normalement, on va vers le mieux, en règle générale. C'est la logique de notre existence. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt pédagogique et que l'humanité a intérêt à prendre conscience, à commencer à prendre conscience de ce qu'elle construit inconsciemment, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et ça fait avancer la visibilité. Vous pouvez laisser des avis, donc vous pouvez laisser des commentaires, tout ça augmente la visibilité. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'explique tout ça depuis 24 ans maintenant. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.